Bonsoir et merci d'être avec nous. Ravi de vous retrouver. Voyons tout de suite le sommaire de notre édition de ce samedi 22 juillet 2023. Depuis hier soir, la ville du Moule vit au rythme de la Holiday Inn, une manifestation festive qui attire les meilleurs DJ de la Caraïbe. Près de 20 000 personnes sont attendues jusqu'à dimanche soir. La grève illimitée de la compagnie Air Antilles impacte sérieusement les agences de voyage. Les professionnels demandent qu'une solution rapide soit trouvée pour éviter les complications et des pertes financières. La 4e déchetterie régionale a été inaugurée ce matin à Baïf. C'est désormais le plus grand centre de tri de la Guadeloupe et le premier équipé d'un quai de transfert public de déchets. La région Guadeloupe poursuit ainsi sa politique pour améliorer significativement le tri et la valorisation des déchets. Le Tour cycliste de Marie-Galante, avant-dernière étape aujourd'hui en 2 tronçons. Victoire cet après-midi de Taino Keio des Abîmes en contre-la-montre. Et ce matin en ligne pour Kevin Lanane de Petit Canal. Demain, Loïc Laviolette partira en jaune pour la dernière étape. Je vous le disais, depuis hier soir, la ville du Moule est à l'heure de la Holiday Inn, un festival des meilleurs DJ de la Caraïbe, une ambiance unique qui attire, vous le voyez, un gros public de jeunes. Près de 20 000 personnes sont attendues sur place pendant ce week-end pour faire la fête, bien sûr, des activités de vacances la nuit, mais aussi la journée avec des stands d'information notamment. Partons tout de suite dans l'ambiance avec nos envoyés spéciaux au Moule, Alexandre Ouda et Ludovic Guédu. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Eric, eh bien, comme vous pouvez le voir tout juste derrière moi, mais aussi et surtout l'entendre, eh bien, l'ambiance à cette Holiday Inn Festival est extrêmement chaude depuis 11h ce matin, heure d'ouverture des portes, eh bien, des vagues incessantes en fait de festivaliers, de dizaines, de centaines de festivaliers se succèdent sans cesse pour prendre place sur ce terrain aménagé à proximité du collège de Guénette au Moule. Au moins 15 000 personnes sont attendues pour ce second jour du festival et elles continuent d'affluer au moment où je vous parle. Alors s'il y a bien une remarque notable à faire pour cette édition 2022-2023, eh bien c'est que les organisateurs semblent avoir retenu leur leçon de l'année dernière, puisque les accès en fait à ce festival ont été tout simplement soigneusement revus, avec notamment un système de navettes qui va récupérer les festivaliers à des points prévus à cet effet et des contrôles réalisés en amont afin d'éviter donc les débordements de l'an dernier et donc les mouvements de foule. D'un point de vue de l'ambiance de ce samedi, eh bien, l'artiste martiniquaise Maury a littéralement mis le feu tout à l'heure en fin d'après-midi sur cette scène avec ces célèbres morceaux de dancehall Chata qui ont particulièrement plu aux festivaliers. Une ambiance qui n'est jamais vraiment retombée depuis, avec notamment l'une des têtes d'affiche de ces 3 jours de festival qui ne devrait plus trop tarder, en la personne de Capleton, artiste reggae dancehall de la Jamaïque. Et la soirée devrait se clôturer en beauté avec cette fois un artiste bien de chez nous, qui n'est autre que Tikemji, qui devrait lui aussi être copieusement applaudi par les milliers de festivaliers présents ici ce soir. Grosse ambiance donc au Moule. Voyage annulé ou décalé, vacances compromises, frais supplémentaires pour les agences de voyage qui subissent les conséquences du conflit à Air Antilles. Elles appellent aujourd'hui au beau sens des acteurs pour qu'une solution rapide soit trouvée. Rappelons que les pilotes de la compagnie sont en grève illimitée depuis le 14 juillet dernier. Le point tout de suite avec Rudy Rilsi. Dans les agences de voyage, la grève des pilotes à Air Antilles stresse de plus en plus les clients. Et le bateau, les tarifs, ce serait quoi? Qui doivent trouver à tout prix des solutions de départ et cela a un impact sur leurs commandes. J'aurais peut-être eu plus de choix et des tarifs plus intéressants aussi s'il y avait eu plus de disponibilité. Voilà, quoi. Pour satisfaire le besoin de vacances de leurs clients, les opérateurs de voyage doivent proposer des solutions de remplacement qui ne sont pas toujours faciles à trouver. Nous avons eu des annulations sur les destinations telles que la Barbade. Nous avons des séjours à venir sur Sainte-Lucie, la Dominique, où il n'y a pas de possibilité d'acheminement. Le surcoût total de cette grève pour les agences de voyage n'est pas encore totalement chiffré. Mais les premières estimations font craindre un chiffre très important dans cette agence. Le nombre de passagers pénalisés grossit jour après jour. Sur la République dominicaine, en charter, on a une 50aine de personnes. Pour les semaines à venir, plus d'une centaine. Et là, nous n'avons pas encore de solution.
Les professionnels du voyage appellent au bon sens des acteurs pour qu'une solution rapide soit trouvée avant le pic de la saison. Les pilotes sont en grève illimitée depuis le 14 juillet dernier. La déchetterie de Baïf a été inaugurée ce matin. C'est désormais le plus grand centre de tri de la Guadeloupe et le premier équipé d'un quai de transfert public de déchets. La région Guadeloupe poursuit ainsi sérieusement sa politique pour améliorer le tri et la valorisation des déchets avec l'objectif zéro déchet en 2035. Le reportage de Michael Bastide et Olivier Duflot. Inauguré ce matin à Baïf, ce complexe de tri de déchets est composé d'une déchetterie et d'un quai de transfert public, un outil pour concentrer dans des poids lourds un maximum de déchets afin de limiter le nombre de véhicules les transportant sur la route. Construit sur une ancienne décharge, la municipalité espère mettre fin aux décharges sauvages et mieux valoriser les déchets. La population consomme beaucoup et le plus souvent, je pense qu'on consomme mal, on trie mal, on jette mal et ce qu'on jette quelquefois a bien besoin d'une seconde vie. Ce nouvel équipement de proximité est dimensionné pour une population de 30 000 habitants. Il sera le plus important du sud Basse-Terre en termes de fréquentation. Et avec l'ensemble de ces équipements-là sur l'ensemble du territoire, donc aujourd'hui, le territoire est doté de moyens pour que la population et celles et ceux qui nous font l'honneur de venir chez nous puissent jeter leurs ordures et donc il n'y aura pas d'excuse pour celles et ceux qui jettent n'importe où. Ce déploiement de centres de tri dans le Grand Sud Caraïbe contribue au rééquilibrage du territoire. L'objectif est de passer la collecte des encombrants en déchetterie de 157 à 257 kilos par habitant et par an. Nous voulons aussi que les Guadeloupéens vraiment s'approprient des déchetteries et évitent de salir notre belle Guadeloupe. Et je le dis haut et fort dans mon langage, là nous quoi salir pays, c'est parce que nous sommes des malpropres. Nous sommes une belle région, en nous pensons à elle. La tendance de la quantité de déchets produites semble adéquate grâce aux efforts des acteurs locaux. Toutefois, 60% des déchets sont encore enfouis. Oui, trois quarts aujourd'hui de nos déchets sont enfouis. Oui, dans nos poubelles, on a encore 40% de déchets recyclables qui sont dans les poubelles grises. Mais c'est normal, c'est normal. Il ne faut pas se satisfaire évidemment de cette situation, mais tout ça effectivement va dans le bon sens, va dans le très bon sens. Et en 2035, je pense qu'on aura atteint l'objectif du zéro déchet en Guadeloupe. Le complexe de tri de déchets de Baïf a coûté 5,2 millions d'euros. Il a été rétrocédé à la communauté Grand Sud Caraïbe et devrait être opérationnel dès le mois de septembre. 2 jours après sa nomination, et nous parlons politique, Philippe Vigier, le successeur de Jean-François Carenco, nous a accordé un entretien exclusif de quelques minutes. Le nouveau ministre délégué aux Outre-mer nous révèle ses engagements et ses projets pour les territoires ultramarins. Philippe Vigier répond à Alain Rosalie. Philippe Vigier, je suis un député qui était du groupe démocrate, centriste à l'Assemblée nationale. Je suis maintenant ministre délégué en charge des Outre-mer. Je suis très honoré, très fier que cette mission m'ait été confiée par le président de la République, par la première ministre. Très heureux parce que je connais bien les territoires ultramarins. J'ai eu la chance de présider un groupe parlementaire à l'Assemblée où il y a eu des députés polynésiens, calédoniens qui étaient là. Je suis allé à plusieurs reprises, pas simplement pour des vacances, pour des raisons professionnelles aussi, par exemple en Guyane ou en Guadeloupe. Et donc ces territoires pour moi sont passionnants et j'ai envie, je vous le dis avec force, de faire en sorte que la vie quotidienne des habitants des territoires ultramarins, on puisse l'améliorer au quotidien. Chaque territoire a des spécificités, des singularités. Oui, il y a une feuille de route qui s'impose, c'est celle qui est sortie du fameux comité interministériel aux Outre-mer et qui permettra justement de tracer, suite à ce travail qui a été fait notamment par Jean-François Carenco, bien sûr avec Gérald Darmanin, de faire en sorte qu'on soit capable, par exemple pour l'eau, pour le logement, pour la transition énergétique, pour l'école, pour la vie chère, pour le développement économique, d'apporter des réponses. Vous savez, moi j'ai eu une expérience d'élu local pendant une vingtaine d'années, et donc je suis là pour faire en sorte que ce qui est nécessaire devienne possible demain. Et je le ferai, je le dis avec beaucoup de force, de façon très étroite avec tous les élus, qu'ils soient parlementaires, mais tous les acteurs du territoire, les présidents de collectivités, pour essayer d'être un peu celui qui apporte la simplification et qui trouve les solutions pour faire en sorte que ce qui est attendu soit réalisé. J'y apporterai ma patte. Tout n'est pas réglé, c'est un point de départ, le SIOM, et donc il y a des engagements très forts qui ont été pris. On va dégager les priorités, et croyez bien qu'une fois de plus, je vais faire ce qu'on appelle de la co-construction. Vous savez, c'est un mot qui est très à la mode à l'heure actuelle, c'est en s'appuyant sur toutes les forces politiques, sur tous ceux qui, au quotidien, assurent la vie des territoires ultramarins. Et donc, comptez sur moi, justement, pour chacun de ces domaines, eh bien, trouver les solutions pour aboutir
avec tous ceux qui, au quotidien, portent ces ambitions. C'est une feuille de route qui émane du SIOM et, justement, pour moi, la ligne que je vais suivre. Gérald Darmanin m'a demandé naturellement de faire en sorte que les engagements qui ont été pris, très forts, je rappelle que le président de la République s'est impliqué lui-même très fortement, et il m'a demandé justement qu'on soit capable d'apporter ces réponses. Et il connaît, je crois, mon énergie, il connaît ma volonté, et en tout cas, croyez bien, une fois de plus, dans un esprit d'écoute, d'humilité, mais d'efficacité, parce que je crois qu'on doit être efficace. Ce que je veux vraiment, c'est que les habitants des territoires ultramarins, je m'adresse à ces 2 600 000 femmes et hommes qui habitent dans ces territoires, eh bien, on puisse justement faire en sorte que la vie soit mieux demain matin. Naturellement, je rencontrerai tous les acteurs, d'abord tous les parlementaires, mais pas simplement les parlementaires. Vous voyez, je vais avoir des contacts avec tous les présidents de collectivités dans les toutes prochaines heures. Je serai sur le terrain avec le président de la République en Nouvelle-Calédonie à partir de lundi. Je devrais accompagner normalement Gérald Darmanin en Polynésie au mois d'août. Je prends l'engagement, un engagement fort. C'est de les voir tous, les parlementaires, de travailler avec eux sur justement tout ce qui a été préparé dans le cadre du SIOM. Je prends l'engagement également d'aller dans tous les territoires et d'ici la fin de l'année, j'aurai fait ce tour du monde, puisque, je rappelle, c'est la 2e façade maritime mondiale. Et je prends un 3e engagement, c'est que ma porte soit toujours ouverte pour eux. J'ai rencontré tous les acteurs, il y a une feuille de route là encore qui a été établie, beaucoup de discussions qui ont eu lieu, et croyez bien que je vais rentrer totalement dans le dossier pour être en soutien permanent, pour faire en sorte que la parole donnée soit la parole tenue. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces ultramarins qui vous découvrent? Qu'est-ce que vous avez envie qu'ils retiennent de l'action que vous allez mener? Qu'ils sont la France, que la République elle est une et indivisible. Ultramarins et hexagonaux, eh bien c'est ça la France. Et donc ils auront un ministre qui sera à leur disposition, qui va les défendre, qui ira dans les arbitrages. Je suis connu comme quelqu'un d'étant un peu batailleur. On a pu le voir sur ce nombre de textes à l'Assemblée nationale. Je les défendrai matin, midi et soir. Comme vous le savez, le 21 juillet est aussi un jour chômé chez nous, un jour d'hommage. La Guadeloupe a célébré hier la naissance de Victor Schœlcher, l'abolitionniste, défenseur de la démocratie également. La Société des Amis de Victor Schœlcher était réunie sur la place du cours Nolivos à Basse-Terre, en présence d'élus, de personnalités, pour un moment de recueillement. Le reportage est signé Thierry Philippe. Tous les ans, la Société des Amis de Victor Schœlcher rend hommage le 21 juillet à Victor Schœlcher. Ce jour de la Saint-Victor est l'occasion pour l'association de fêter et de rappeler à tout un chacun le rôle tenu par ce personnage historique dans le combat pour l'abolition de l'esclavage. C'est un jour mémorable. C'est un jour mémorable parce qu'il rappelle le combat des Guadeloupéens aux côtés de Victor Schœlcher, encore davantage que le combat de Schœlcher aux côtés des Guadeloupéens, ou réciproquement d'ailleurs, pour que l'émancipation ne soit pas un vain mot. Victor Schœlcher, élu sénateur inamovible en 1875, reste un personnage incontournable dans l'échiquier de l'histoire et de la mémoire. Il a certes été adulé par certains, mais aussi décrié par d'autres. Je sais bien que ça suscite depuis quelques années quelques controverses historiques et surtout militantes. On lui a coupé la tête à Basse-Terre. Moi, je pense qu'une histoire expliquée, pédagogique, qui fait aussi l'objet de polémiques, mais cette polémique-là doit être utile, tout ça doit contribuer à dégager, si j'ose dire, un récit harmonieux, un roman national harmonieux. Voilà, c'est ce pourquoi chaque année, je viens ici. Un extrait du texte de 1842 de Victor Schœlcher concernant l'abolition immédiate de l'esclavage a cette année été déclamé par une jeune chanteuse, Thalia. Une manière d'exprimer que ce respect de la mémoire concerne aussi la jeunesse. Celui qui prétend avoir le droit de garder des hommes en servitude parce qu'on ne trouverait pas de bras libres pour planter des cannes. Et celui qui soutiendrait qu'on a le droit de voler parce qu'on n'a pas d'argent sont à nos yeux deux fous ou deux scélérats absolument pareils. L'hommage à Victor Schœlcher a été ponctué par des discours et un dépôt de gerbes au pied de sa stèle sur la place du cours Nolivos. Une invitation maintenant à la lecture et à la liberté. C'est à la ville de Déhay. Depuis mercredi, la commune, dans le cadre d'un mois d'animation, organise les vacances autour du livre. Des amoureux de la littérature sont accueillis dans un espace dédié, une initiative en direction des jeunes, mais aussi des adultes autour d'activités ludiques, autour des mots
et des histoires. On écoute sur cette initiative Robert Niçoise, adjoint au maire délégué aux affaires scolaires et culturelles de la ville de Déa. Il répond à Ludovic Guétu. L'objectif, c'est de favoriser la lecture, ouvrir la bibliothèque, promotion de la lecture, promotion du livre. Et nous donnons ainsi l'occasion à 100 enfants de cette ALSH de participer à cette opération dans les environs de la bibliothèque. Nous parlons maintenant football avec la Coupe du Monde féminine. Demain, l'équipe de France affronte la Jamaïque à Sydney, en Australie. L'équipe nationale se prépare activement pour ce rendez-vous, 4 ans après son élimination en quart de finale par les États-Unis. Les filles d'Hervé Renard sont prêtes. Elles l'ont montré à l'entraînement. Vous voyez le point, en tout cas, sur l'état physique de l'équipe avec notre envoyé spécial, Martin Chamançon. À 24 heures du match contre la Jamaïque, la stoppeuse française Elisa de Almeida est forfait. Un coup reçu au mollet il y a 48 heures. Elle ne peut plus poser le pied à l'entraînement, a indiqué le sélectionneur Hervé Renard. Mais le break d'hier a permis aux Bleus de recharger les batteries, dixit Wendy Renard, mais également de creuser l'analyse vidéo et la tactique avec un focus particulier sur la Jamaïcaine Shaw qui en est à presque un but par match sur ses 4 dernières saisons en club. Une attaquante capable de jouer en pivot, de faire jouer les autres, mais aussi de finir les actions, a souligné Wendy Renard. Une attaquante redoutable pour Hervé Renard, même s'il souligne que ces joueuses la connaissent bien après son passage à Bordeaux. L'essentiel pour le sélectionneur et la capitaine, c'est que les Bleus commencent leur match avec beaucoup d'intensité, qu'elles soient présentes dès le début de la rencontre, mais également qu'elles répondent dans les duels. Et puis une bonne nouvelle, Selma Bacha, l'ailière, a pu reprendre la course sans gêne, apparente. Nous parlons maintenant de la 45e édition du Tour cycliste de Marie-Galante qui touche à sa fin aujourd'hui. Une étape en 2 tronçons. Cet après-midi, dans le contre-la-montre, c'est Taino Caillot, les Abîmes, qui s'impose. Il réalise le meilleur temps entre Grandbourg et Saint-Louis. Et puis, vous allez le voir tout à l'heure, ce matin, tronçon en ligne, victoire de Kevin Lanard de Petit Canal. Voilà, et demain, pour la dernière étape, c'est Loïc Laviolette qui partira en jaune avec une avance assez confortable. On l'écoute au micro de nos envoyés spéciaux sur la Grande Galette. Aujourd'hui, je ne le cache pas, je veux être le meilleur de la Guadeloupe. Surtout après Boris Karen et Joan Muffin, puisque ça a été 2 grands champions. Mais je pense que maintenant, il faut y avoir du monde pour les remplacer. Et je suis prêt à faire le sacrifice. Et justement, ce matin jusqu'à cet après-midi, j'avais le cœur qui battait vraiment. J'avais à cœur de bien faire, représenter ma team. Et malheureusement, j'ai réussi à le faire. Et puis, comme on va dire, c'est la race humaine. Demain, le plus dur? Demain, le plus dur, on va dire le plus dur, puisque c'est pas encore terminé. Et puis, on verra par la suite la stratégie mise par Max Macambou et Eric Cheba. Et pour aller plus loin, nous retrouvons en direct de Marie-Galante Eddy Golapcan. Bonsoir Eddy. Bonsoir. Peut-on dire ce soir que le Tour de Marie-Galante est joué? Très certainement, Eric, très certainement, mais nous n'y sommes pas encore, puisque aujourd'hui nous avons assisté à une 4e étape comme jamais nous n'en avons connu ici à Marie-Galante. Il y a d'abord ce premier tronçon, celui du matin, où Loïc Laviolette de la TMC, 3e au général, décide de faire exploser le peloton et par là même de mettre en difficulté son leader Bastien Duculti, le maillot jaune, au départ ce matin. Stratégie voulue ou pas, résultat, Duculti piégé à l'arrière accuse un retard de plus de 19 minutes à l'arrivée. Et Laviolette lui chipe le maillot jaune. Désabusé peut-être, vexé très certainement, il ne prendra pas le départ du contre-la-montre de l'après-midi, 12 km entre Grandbourg et le sommet du Mont des Pères pour cet exercice contre le chrono. Taino Caillou du CSCA, l'un des grands espoirs du cyclisme guadeloupéen, va s'imposer en 19 minutes 53 secondes et 51 centièmes, juste devant Loïc Laviolette, décidément en très grande forme aujourd'hui, juste 3 secondes les séparent, à moins d'un nouveau rebondissement demain lors de la dernière étape entre Saint-Louis et Grandbourg, longue de 159 km. On ne voit pas comment Alexandre Join, 2e du général, à 1 minute 44 de Laviolette, pourrait lui chipper la victoire finale. Mais on l'a vu, depuis le début de ce 45e Tour cycliste de Marie-Galante, les rebondissements vont bon train.
Voilà, merci en tout cas Eddy. Et on vous retrouve évidemment à la fin, après ce journal, pour le spécial tour de Marie-Galante, le magazine de Guadeloupe la première. Et comme chaque soir, depuis la 40e édition de ce tour, nous allons à la rencontre des grands cyclistes marie-galantais qui ont animé le peloton guadeloupéen. Ce soir, le portrait de Philibert Manigean, un grand routier sprinter, itinéraire signé Lise Dolmar. Lorsque j'arrive au domicile de Manigean Philibert, pour notre entretien, le décor est campé. Cet ancien coureur cycliste marie-galantais, face à face avec sa passion, le vélo, par écran interposé. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Alors, je suis un peu passionné à ça, surtout le Tour de France. J'ai couru pas mal de courses sur la Guadeloupe. J'ai couru le Tour de la Guadeloupe. Et je pense que c'est moi le premier marie-galantais qui a gagné une grande compétition sur la Guadeloupe. Et le Grand Prix de l'Assomption, à Petit-Bourg. Quelle année? En 72. Né à Grandbourg, Philibert a su appuyer sur la pédale et s'illustrer dans cette discipline sportive dans les années 70. Il se raconte. J'ai commencé à 17 ans à faire la compétition, à 17 ans. Mais c'est sur Marie-Galante. Après, on a fait une licence et on a créé l'UVMG. C'était en quelle année l'UVMG? L'UVMG, c'est en 68, 69. Des souvenirs de son ascension-passion en terre guadeloupéenne. Sur les murs de son salon, c'est quelques photos de ses exploits passés. C'est dommage, il faut admettre quand même, c'est pas comme dans notre temps. Il y a beaucoup de jeunes, mais il leur manque un peu de sérieuxité aussi. Alors ça a baissé un petit peu, mais normalement, Marie-Galante fournissait toujours des bons coureurs. Une situation temporaire, parce que juste derrière son domicile, Philibert tient à nous montrer son vélo, couleur turquoise. Et là, l'homme retrouve sa posture, la posture de tout coureur cycliste digne de ce nom. Et puis, il y a ce moment où le passé ressurgit. Ce passionné de deux roues tient à nous montrer ce t-shirt, mais pas n'importe lequel. C'est quoi ça? Le premier maillot de l'UVMG. Vous êtes content de l'avoir encore, hein? Oui, oui. Toujours content. Ça te laisse des souvenirs. Hein? Nous retournons sur la véranda à la rencontre de sa moitié, car Philibert ne serait pas Philibert sans sa première supportrice, Léonie Marie-Ange. Il fait des petites blagues quand il part à vélo. Il me dit, n'oublie pas, je passe devant ta porte à telle heure, hein, il faut que tu sois là. Hein. Et si je peux, je pars à Xambourg, je sais à telle heure il passe et je suis là. Mais je ne me cache pas, je l'ai toujours encouragé. Allez, allez, Fifi, allez-y. Philibert et Léonie Marie-Ange ne comptent donc rien louper de ce 45e tour cycliste sur leur sol. Une passion commune pour le vélo, partagée avec gaieté. Sacré Philibert. Avant de vous quitter, je rappelle l'une des principales informations de notre journal de ce soir. C'est la 4e déchetterie régionale qui a été inaugurée ce matin à Baïf. C'est désormais le plus grand centre de tri de la Guadeloupe et le premier équipé d'un quai de transfert public de déchets. La région poursuit ainsi sa politique pour l'amélioration du tri et la valorisation des déchets en Guadeloupe. Et puis notez, avant de vous quitter, que la qualité de l'air est rouge aujourd'hui. Vous le voyez, il est recommandé d'éviter, notamment ce soir, les activités en plein air, surtout pour ceux qui souffrent de maladies respiratoires. Demain, l'actualité revient dès 6h en radio. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h. Passez une excellente soirée sur Guadeloupe la première, bien sûr.
L'info continue sur guadeloupe.lapremière.fr.